Mes parents ont privé ma fille de cadeaux à Noël alors que les enfants de mon frère ont reçu de nouveaux iPad, 450 € chacun, et une console de jeu. Ma petite fille a pleuré, pourquoi est-ce que mamie et papy ne m'aiment pas? Je l'ai calmée et nous sommes partis. Ce soir-là, j'ai clôturé le compte joint, et ce n'était que le début. Je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler de ma famille. La plupart de mes amis supposent simplement que je suis une de ces personnes qui n'aiment pas les histoires, ou peut-être que j'ai déménagé loin pour le travail ou pour avoir la paix, mais la vérité est plus sordide que cela. Et tout a atteint un point critique à Noël dernier lorsque ma fille de 6 ans a levé les yeux vers moi, les mains vides tandis que ses cousins déchiraient les emballages cadeaux comme des bêtes sauvages, et a demandé doucement, pourquoi est-ce que mamie et papy ne m'aiment pas? Je n'oublierai jamais ce moment. Jamais. Ce n'était pas la première fois que mes parents faisaient du favoritisme, mais c'était la première fois qu'ils le rendaient si officiel. Ils ont toujours adoré mon frère, Julien. Il ne pouvait rien faire de mal, même lorsqu'il a raté ses études universitaires et a vivoté sans emploi pendant des années. C'est moi qui les ai aidés avec les factures, qui ai payé leur assurance auto, qui leur ai envoyé de l'argent pour les courses quand les investissements de papa ont mal tourné. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Mais Julien avait un talent. Il savait comment se montrer juste assez, dire les bonnes choses, prétendre qu'il avait réussi. Il gobait tout. Je me demandais parfois s'ils croyaient à leur propre illusion. À Noël dernier, je suis arrivé avec ma fille vers midi. J'ai apporté les cadeaux, pour lesquels j'avais dépensé beaucoup trop, une toute nouvelle cafetière pour maman, un set de club de golf dont papa rêvait toute l'année, un chèque cadeau de 180 € pour un spa, ainsi que des albums photos personnalisés de ma fille au fil des ans. Des cadeaux sincères. Nous les avons placés sous le sapin, et je lorgnais déjà la table de buffet quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas un seul cadeau étiqueté pour ma fille. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être encore à l'arrière. Peut-être qu'ils avaient oublié de les étiqueter, ou quelque chose comme ça. Puis Julien et sa femme sont arrivés. Leurs enfants, tous deux plus âgés que la mienne, sont allés directement vers le sapin, et j'ai remarqué comment les étiquettes étaient soigneusement disposées vers l'extérieur. Pour Léo, avec l'amour de mamie et papy. Chloé, de la part de tes grands-parents préférés. Et puis l'avalanche a commencé. Des iPads, de vrais nouveaux iPads, une console de jeux toute neuve, un casque audio sophistiqué à réduction de bruit, et des enveloppes. Ma nièce a ouvert la sienne et a crié « 450 €. Comme si elle avait gagné à la loterie, ce qui était pratiquement le cas. Ma fille n'a rien eu. Pas une seule carte, pas même une paire de chaussettes. Ma mère n'a même pas réagi. Elle a juste dit « Oh, les filles deviennent si grandes ». Et mon père a offert à ma fille une canne en sucre d'orge d'un bol en plastique. C'était tout. Ma fille a tiré sur ma manche quand la distribution des cadeaux s'est calmée et a chuchoté sa question. Et j'ai su à ce moment précis que quelque chose s'était brisé en moi. Je l'ai calmé du mieux que j'ai pu, j'ai menti en disant que le Père Noël s'était trompé cette année, et j'ai inventé une histoire sur des cadeaux supplémentaires qui attendaient à la maison. Nous avons pris nos manteaux, laissé les cadeaux que j'avais apportés pour eux intacts sous le sapin, et nous sommes partis. Pas d'au revoir, juste le silence. Cette nuit-là, pendant que ma fille dormait blottie contre moi sur le canapé, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai clôturé le compte joint que je partageais avec mes parents. Ce n'était pas un gros compte, juste quelque chose que j'avais ouvert des années auparavant pour les aider à payer les factures lorsque leur banque n'arrêtait pas de rejeter les paiements. Je payais l'électricité, Internet, parfois leurs factures de téléphone avec ce compte. J'ai transféré chaque centime restant sur mon propre compte d'épargne, supprimé les paramètres de paiement automatique, et programmé la clôture définitive. Ensuite, j'ai ouvert le placard et j'ai commencé à rassembler les cadeaux que je leur avais achetés. J'ai déballé les clubs de golf, trouvé le reçu, et sorti le chèque cadeau du spa de l'enveloppe. Tout allait être retourné. Ils voulaient montrer clairement qui ils appréciaient. Très bien. Message reçu. Mais cette nuit-là, en regardant la neige tomber dehors et en serrant ma fille plus fort que jamais, j'ai décidé autre chose aussi. Ce n'était pas la fin. C'était le commencement. Le lendemain de Noël, je me tenais dans ma cuisine, fixant les cadeaux que j'avais achetés pour mes parents, toujours intacts dans leur emballage brillant. Je n'avais même pas eu le courage de les sortir du coffre la veille au soir. Ils ne les méritaient pas. Le chèque cadeau pour le spa a été le premier à être mis en vente. Quelqu'un l'a acheté en 45 minutes. Les clubs de golf devaient être retournés en personne,
alors je les ai rapportés au magasin cet après-midi-là. J'ai aussi trouvé le reçu de la cafetière, toujours plié dans mon portefeuille, et je l'ai également emballé pour un retour. J'avais dépensé plus de 650 € pour essayer de rendre leur Noël spécial. Au lieu de cela, ils ont humilié ma fille. J'ai utilisé cet argent pour lui offrir le Noël qu'elle méritait, une nouvelle trottinette, la maison de poupées qu'elle montrait dans les catalogues depuis des mois, un kit d'art complet avec tous les pinceaux et pastels que l'on puisse imaginer. Je les ai emballés moi-même pendant qu'elle était chez une amie et je les ai installés sous notre petit sapin. Nous avons célébré le lendemain matin, juste nous deux. Elle a poussé des cris de joie et a dansé dans le salon, et pendant quelques heures, tout semblait aller bien. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai attendu. Il a fallu 2 jours entiers. Ma mère a appelé, sa voix déjà sèche. Elle a demandé pourquoi sa facture de téléphone n'était pas passée. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ». Pas une seule question sur où nous étions allés ou pourquoi nous étions partis. Juste, pourquoi le paiement n'est-il pas passé? Je lui ai dit que le compte joint avait été clôturé. Que j'avais déplacé l'argent et désactivé le paiement automatique. Elle a fait une pause, puis a dit, tu aurais dû nous le dire. Ce compte était pour la famille. Encore ce mot, famille. Alors, je lui ai demandé, et ma fille? N'était-elle pas de la famille? Était-elle invisible à leurs yeux maintenant parce que les enfants de Julien ont eu des iPads et qu'elle n'a même pas eu une carte? Je lui ai dit que ma fille avait pleuré dans la voiture en rentrant, m'avait demandé pourquoi ses grands-parents ne l'aimaient pas. J'ai dit que j'espérais qu'ils étaient fiers de la réponse que j'avais dû inventer. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a même pas essayé de s'expliquer. Au lieu de cela, elle a dit, Julien contribue davantage à la famille. J'ai cru avoir mal entendu. Je lui ai demandé ce qu'il contribuait, exactement, car je ne l'avais jamais vu payer un centime pour quoi que ce soit. Ni pour eux, ni pour moi, ni même pour ses propres enfants. Elle a dit qu'il leur avait apporté un panier de vin le mois dernier et qu'il avait aidé papa à installer de nouvelles lumières dans le garage. Un panier cadeau à 40 € et un tournevis. Pendant ce temps, je payais leurs factures depuis des années, discrètement, sans demander de reconnaissance. J'ai couvert leurs médicaments l'hiver dernier lorsque l'assurance de papa a expiré. J'ai payé les réparations de la voiture quand les freins de maman ont lâché. J'ai envoyé de l'argent quand ils ont dit que l'électricité risquait d'être coupée. Elle ne semblait se souvenir de rien de tout cela, alors je lui ai dit que c'était fini entre nous. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je me suis connecté à toutes les plateformes auxquelles j'avais encore accès. J'étais inscrite comme payeur sur leur facture Internet. Annulé. Leur compte de câble, supprimé. J'ai supprimé le service de livraison de courses que j'avais mis en place pour eux. J'ai annulé les renouvellements automatiques de la pharmacie. Chaque petite chose dont ils dépendaient et qui venait de moi, je l'ai coupée. Quelques heures plus tard, papa a envoyé un message. Il disait que j'étais dramatique, qu'il m'avait toujours aimé, que j'agissais de manière ingrate. J'ai bloqué son numéro. Le lendemain, mon frère, Julien, a envoyé un message. Pas d'excuses, pas d'explications, juste « maman est contrariée. Tu devrais probablement arranger ça avant le nouvel an. » Arranger ça. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, en couchant ma fille, elle m'a demandé doucement si mamie était fâchée contre elle. Je lui ai dit que non, que certains adultes ne savent pas comment traiter les gens, et que lorsqu'ils agissent injustement, cela en dit plus sur eux que sur toi. Elle a hoché la tête et a serré son chat en peluche un peu plus fort. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais plus en colère, pas comme je pensais l'être. Je n'étais pas triste non plus. J'avais les idées claires. Et j'étais loin d'en avoir fini. Le 28 décembre, le silence était devenu presque satisfaisant. Je n'avais pas entendu un seul mot au sujet de ma fille. Pas d'excuses, pas d'explications, pas même un de ces faux messages à demi-mot que ma mère avait l'habitude d'envoyer après une dispute. Mais l'autre type de message a commencé à arriver. Le genre qui montrait qu'il réalisait enfin ce que j'avais fait. Ça a commencé par un message de maman, Sophie, la commande de course n'est pas arrivée. As-tu oublié de renouveler quelque chose? Je l'ai ignoré. Quelques heures plus tard, ton père dit qu'Internet est coupé. Quelque chose à propos de la facture. Peux-tu arranger ça? Je le pouvais, mais je ne le ferai pas. Puis est venue une rafale d'appels. Numéros bloqués, numéros inconnus,
même un d'une pizzeria locale. Ils essayaient de me prendre au dépourvu. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le lendemain matin, Julien a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. Il a commencé l'appel par un soupir, comme s'il était celui qui était accablé par tout ça. Il a dit que maman était morte d'inquiétude, que je surréagissais, et que je devais arrêter de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Il a utilisé cette voix calme et suffisante qu'il prend toujours quand il pense être le plus raisonnable. Je lui ai dit que je ne surréagissais pas, qu'ils avaient humilié mon enfant le matin de Noël. Il a dit, « Tu es dramatique, Sophie. » Il ne le pensait pas comme ça. Tu sais comment est maman avec l'argent. Les enfants de Julien sont plus âgés. C'est juste plus facile d'acheter pour eux. J'ai failli rire. Donc, une enfant de 6 ans ne mérite pas de cadeau parce qu'elle est trop jeune pour qu'on dépense de l'argent pour elle? Je lui ai demandé sans détour s'il avait remarqué que ma fille n'avait rien eu. Il est resté silencieux une seconde, puis a dit, « Ouais, mais ce n'était pas intentionnel. » J'ai raccroché. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message de sa part. Maman pleure. Papa dit que tu essaies de les punir. Peut-être que tu devrais juste t'excuser pour que tout le monde puisse passer à autre chose. M'excuser. Ce mot est resté coincé dans ma poitrine pendant longtemps. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à parcourir mes fichiers. Chaque virement que j'avais fait sur leur compte, chaque facture que j'avais couverte, chaque commande de course que j'avais passée. Je n'essayais pas de me culpabiliser. Je voulais juste les faits. 3 ans, des milliers d'euros, une aide discrète qu'ils n'ont jamais reconnue, et ils avaient le culot de dire que Julien était plus investi. Le soir venu, la situation a dégénéré de la manière la plus prévisible qui soit. Ma mère a publié un message sur Facebook. C'était une de ces publications vagues destinées à culpabiliser que les personnes de plus de 60 ans adorent faire. Ce sont toujours ceux pour qui vous faites le plus qui vous blessent le plus. Ce Noël m'a brisé le cœur. La famille n'est plus ce qu'elle était. Les commentaires ont afflué immédiatement. Leurs amis, des gens que je n'avais pas vus depuis des années, ont laissé des messages comme « Oh non, que s'est-il passé, ma chérie ?» et « J'espère que ta fille réalise la chance qu'elle a de t'avoir. » L'un d'eux a même dit « Parfois, les enfants oublient simplement qui les a élevés. » Je suis resté assise à tout lire, le cœur battant, mais pas parce que j'étais en colère. Parce que c'était si typique. Ils n'avaient pas honte de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient honte que j'ai cessé de le tolérer. Je n'ai pas répondu, mais mon amie Élodie, la seule qui savait tout, l'a fait. Elle a commenté, « Raconte peut-être toute l'histoire avant de te faire passer pour la victime. » En 20 minutes, la publication avait disparu. Cette nuit-là, maman m'a envoyé un courriel. Il était long, 3 paragraphes de culpabilité passive-agressive. Elle disait que je les avais humiliés, que je leur avais donné une mauvaise image devant des gens qui tiennent à eux, que tout ce qu'ils avaient toujours voulu, c'était une relation équitable avec leurs 2 enfants. Elle a même écrit, « Julien ne compte pas les points comme tu le fais. » J'ai fixé cette ligne pendant un moment, puis j'ai réalisé quelque chose que j'aurais probablement dû réaliser des années plus tôt. Il ne voulait pas les quitter. Il voulait le contrôle. Je n'ai pas répondu au courriel. Au lieu de cela, j'ai discrètement passé en revue chaque compte et service qui me liait encore à eux. Leur Amazon Prime, leur compte de pharmacie, j'ai supprimé mes informations de paiement. Leur service de streaming, supprimé. Même leur formulaire de contact d'urgence chez le médecin. Je n'allais plus être responsable d'eux. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message de papa. Court, froid, et exactement ce à quoi je m'attendais. Tu te ridiculises. Nous t'avons toujours aimé. Ne laisse pas ta fierté ruiner notre famille. Je l'ai supprimé sans répondre. Ce soir-là, j'ai emmené ma fille faire du patin à glace, juste nous 2. Nous avons pris un chocolat chaud après, nous nous sommes assises près de la patinoire, à regarder les lumières se refléter sur la glace. Elle a levé les yeux vers moi et a dit, « On peut rester à la maison pour le nouvel an aussi ?» Je lui ai dit oui, parce que pour la première fois, j'ai réalisé que « la maison » ne signifiait plus la maison de mes parents. C'était là où elle et moi nous sentions en paix. Et cette année, la paix était la seule chose que je voulais. Mais, il s'est avéré que mes parents avaient d'autres plans, et le réveillon du nouvel an n'allait pas être calme du tout. Le 30 décembre, mes parents étaient en mode panique totale. Je les avais coupés de tout lien financier qu'ils avaient avec moi,
mais au lieu de l'accepter comme des adultes, ils ont redoublé de culpabilisation. Un autre courriel est arrivé ce matin-là, de mon père cette fois. Objet, s'il te plaît, ne sois pas impulsive. À l'intérieur se trouvait une tentative pathétique de négociation. Il proposait de reprendre les paiements du téléphone si je venais simplement dîner le soir du Nouvel An. Il a écrit qu'il nous avait gardé une place, à ma fille et à moi, qu'ils avaient prévu quelque chose de spécial et que ce serait dommage de laisser la fierté gâcher tout ça. Cela m'a fait hésiter car ça ne ressemblait pas à des excuses. Ça ressemblait à un piège. J'ai envoyé un message à mon amie Elodie et lui ai dit que j'avais un pressentiment étrange. Elle a dit, reste simplement à la maison. Mais je ne pouvais pas me défaire de l'idée que peut-être, juste peut-être, il prévoyait d'utiliser ma fille. Alors, j'ai appelé la femme de Julien. Nous ne sommes pas proches, mais nous avons toujours été polis. Je pensais qu'elle ignorerait mon appel, mais elle a décroché. Je lui ai dit que j'avais entendu dire que mes parents prévoyaient quelque chose pour le dîner du réveillon et que je voulais juste m'assurer que cela n'impliquait pas d'entraîner ma fille dans leurs histoires. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne dise qu'ils avaient acheté aux enfants de Julien de nouvelles tenues assorties pour une sorte de photo de famille. Elle a dit qu'ils voulaient poster quelque chose pour montrer l'unité avant la nouvelle année. Puis elle a ajouté ceci, ils ont imprimé une photo de ta fille et ont dit qu'ils pourraient l'inclure juste pour la forme. Je leur ai dit que c'était une idée terrible. Je n'ai même pas dit au revoir. J'ai juste raccroché. Ils allaient mettre en scène une photo avec ma fille, en utilisant une vieille photo, pour faire croire que nous faisions toujours partie de la famille. C'était la goutte d'eau. Alors, j'ai pris une décision. Je n'allais pas seulement manquer le dîner. J'allais leur rendre impossible de prétendre que nous avions jamais été là. D'abord, j'ai envoyé un message à chaque parent qui assistait habituellement à ce dîner. Court, calme, mais direct. Je leur ai dit que ma fille et moi ne serions pas présentes parce que nous avions été exclus et manqué de respect à Noël. Que nous ne faisions partie d'aucune photo de famille qu'ils pourraient voir, et que s'ils avaient des questions, ils étaient les bienvenus pour me les poser directement. Puis j'ai fait encore mieux. J'ai posté une seule photo sur les réseaux sociaux, ma fille et moi à la patinoire, souriante. Légende, cette année, nous avons appris que la famille, ce n'est pas ceux qui vous offrent des cadeaux. C'est ceux qui sont présents quand ça compte. Bonne année de la part de notre petite équipe. Ça a explosé. Plus de 100 j'aime en une heure. Amis, cousins, même des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années commentaient des choses comme « Vous deux méritez tellement mieux » et « J'envoie de l'amour à ta magnifique fille ». Ma mère l'a vu. Je le sais parce qu'elle a essayé de commenter, mais elle était déjà restreinte sur mon compte. À 20h17 le soir du Nouvel An, j'ai reçu un dernier message d'un nouveau numéro. Tu nous as mis dans l'embarras devant tout le monde. Nous nous sommes pliés en 4 pour garder la paix. Ne reviens plus jamais dans cette maison. C'était la surprise, je suppose. Qu'après tout, il pensait encore que je voulais en faire partie. À 20h21, j'ai supprimé le numéro. À 20h25, Elodie est arrivée avec des pizzas, des cupcakes et des cierges magiques. Nous sommes restés éveillés jusqu'à minuit. Ma fille s'est endormie sur le canapé en pyjama, des paillettes sur les joues, sa nouvelle maison de poupée assemblée derrière elle. À minuit, Elodie et moi sommes sortis sur le porche et avons allumé 2 cierges magiques. J'ai regardé les étincelles crépiter dans la nuit et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Un soulagement. Ils avaient fermé la porte, mais c'est moi qui l'avais verrouillée. Le matin du réveillon du Nouvel An, je me suis réveillé avant ma fille. Il faisait encore nuit dehors, et la maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du chauffage. J'ai fait du café et je me suis assise à la table, parcourant mon téléphone, m'attendant déjà à ce que j'allais trouver. 21 appels manqués. 3 messages vocaux. Une douzaine de messages textes. La plupart des numéros étaient inconnus. Quelques-uns ne l'étaient pas. L'un venait de ma tante Hélène. Un autre de ma cousine Camille. Le premier message vocal était de maman. Sa voix semblait forcée, comme si elle lisait un script. Nous espérons que tu viendras quand même ce soir. Tout le monde t'attend. Il est temps d'arrêter tout ça. Tu fais partie de cette famille, que tu agisses comme tel ou non. Le deuxième message vocal était plus court, juste papa disant, ne fais pas de scène. Tu t'es déjà assez ridiculisé. Le troisième message vocal n'était pas d'eux. C'était Camille, chuchotant dans son téléphone depuis ce qui ressemblait à des toilettes. Sophie,
je voulais juste te dire qu'il prévoit de parler de toi au dîner ce soir, genre, devant tout le monde. Tu devrais le savoir. C'est bizarre. Ils font circuler cette photo de toi et Manon de Facebook comme si c'était la preuve de quelque chose. J'ai écouté ce message vocal 2 fois. Pas parce que j'avais besoin de l'entendre à nouveau, mais parce que je voulais le graver dans ma mémoire. Ils avaient imprimé une photo de moi et de ma fille et prévoyaient de tenir une discussion à notre sujet au dîner du réveillon comme s'il s'agissait d'une sorte de procès. Et d'une manière ou d'une autre, ils pensaient encore que j'allais venir. J'ai passé la majeure partie de cette journée non pas en colère, mais calme, concentré, à nettoyer, à cuisiner, à préparer les brioches à la cannelle préférées de ma fille à partir de rien. Nous avons regardé des films, nous sommes vernis les ongles, nous avons joué à des jeux de société. Je n'ai pas parlé de ce qui se passait, et elle n'a pas posé de questions. Elle était juste heureuse d'être à la maison. Vers 18h, j'ai reçu un autre message. Cette fois d'Élodie, qui envoyait des messages depuis la table du dîner d'un de mes lointains cousins. Tes parents sont en train de perdre les pédales. Ils ont apporté des courriels imprimés, genre, des captures d'écran littéralement imprimées. Ils prétendent que tu es instable. Julien continue de siroter son verre comme si rien de tout cela ne le concernait. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir blessé. Ils n'essayaient pas seulement de me culpabiliser. Ils essayaient de m'effacer, de me discréditer devant les gens avec qui j'ai grandi, de contrôler le récit. Et le plus triste ? Ils n'ont jamais mentionné ma fille une seule fois dans tous ces messages. Pas pour demander comment elle allait. Pas pour dire qu'elle leur manquait. Pas même pour mentir et prétendre qu'ils s'en souciaient. Elle n'était qu'un personnage secondaire dans leur histoire. Alors, à 20h03, je les ai appelés. Une dernière fois. Ma mère a répondu. Sa voix était sèche, comme si elle était déjà en pleine dispute. Je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'ai dit tout ce que j'avais à dire en moins de 2 minutes. Je lui ai dit que je savais pour la photo, les courriels, les commentaires qu'ils avaient faits devant tout le monde. Je lui ai dit que je ne les considérais plus comme de la famille, pas de la manière qui compte. Que je ne viendrais pas, ni pour le dîner, ni pour les anniversaires, ni pour quoi que ce soit. J'ai dit que j'espérais qu'ils appréciaient leur fête. J'espérais que Julien les rendait fiers parce qu'ils avaient enfin obtenu ce qu'ils voulaient, une version de la famille où je n'existais pas. Elle n'a pas dit grand-chose. Mais juste avant que je raccroche, elle a marmonné, « Tu vas regretter ça. Tu finiras seul. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai regardé ma fille, qui s'était endormie sur le canapé, entourée de ses nouvelles fournitures d'art, des crayons éparpillés partout, un dessin à moitié fini d'un bonhomme de neige sur ses genoux. Et j'ai pensé, je n'ai jamais été moins seul de ma vie. À 23h59, Élodie et moi avons sorti des cierges magiques sur le porche. Nous sommes restés dans le froid, laissant les petites lumières grésiller et brûler dans nos mains. J'ai pensé à toutes les années que j'ai passées à essayer d'obtenir l'approbation de mes parents, à essayer de gagner un jeu invisible dont les règles ne cessaient de changer. Cette année, je n'ai rien perdu. J'ai lâché quelque chose de lourd, et ça, enfin, c'était la liberté. Le 1er janvier est arrivé sans drame. Pas de nouveaux messages, pas de messages vocaux, pas de courriel passif-agressif de ma mère. Le silence était si complet qu'il semblait presque contre nature. Je continuais d'attendre que le couperet tombe, que mon père envoie un message sec et cinglant, ou que Julien tente une de ses fausses routines de pacificateur. Mais rien n'est venu. Et j'ai réalisé quelque chose. Ils n'étaient pas silencieux parce qu'ils avaient compris. Ils étaient silencieux parce qu'ils se réorganisaient. Mais pour l'instant, je prenais ça comme une victoire. Ce matin-là, ma fille et moi avons fait des crêpes en pyjama et avons mangé par terre dans le salon, en riant devant un dessin animé qu'elle avait déjà regardé 3 fois cette semaine. Je continuais d'attendre qu'elle pose des questions à leur sujet, au sujet de ses grands-parents. Elle ne l'a pas fait, pas une seule fois. Ce n'est pas qu'elle avait oublié. C'est qu'elle avait appris, tout comme moi, que nous n'avions pas besoin de continuer à courir après des gens qui ne seraient jamais là pour nous comme nous le méritions. Mais le monde extérieur à notre maison n'est pas resté silencieux. Le 3 janvier, ça a commencé. Mes parents ont commencé à appeler des parents, non pas pour expliquer, non pas pour prendre leurs responsabilités, mais pour raconter une histoire. Une histoire où ils étaient les victimes, j'étais la méchante, et ma fille était un pion dans une vendetta imaginaire. Tante Hélène m'a laissé un message vocal cet après-midi-là. Elle a dit, « Sophie,
je voulais juste te dire que je ne crois pas la moitié des choses qu'ils racontent sur toi. J'ai vu comment ils se sont comportés à Noël et au Nouvel An. Ils étaient hors de contrôle. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Le même jour, ma cousine Camille m'a de nouveau envoyé un message. Ils ont dit à tout le monde que tu leur avais crié dessus au téléphone. Ils ont dit que tu avais menacé de ne plus jamais les laisser voir Manon. Mais quand j'ai demandé pourquoi, ils ont juste dit qu'elle a toujours été jalouse de Julien. Jalouse? Cette vieille rengaine. J'aurais pu aller en ligne, me défendre, écrire un compte rendu détaillé de chaque facture que j'ai payée, de chaque mensonge qu'ils ont raconté, de chaque manipulation qu'ils ont jamais utilisée. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai réalisé autre chose. Je m'en fichais. Vraiment. Leur approbation, leur amour, leur petit cercle de personnes qui croyaient tout ce qu'ils disaient, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de mieux. J'ai emmené ma fille au parc ce week-end-là, puis au musée des enfants le lendemain. Nous avons fait une liste de choses amusantes à faire pour le reste des vacances d'hiver. Nous avons acheté des tasses assorties, et quand elle a dessiné un portrait de sa famille pour un devoir de classe, il n'y avait qu'elle et moi, deux bonshommes allumettes se tenant la main, un cœur entre nous, et notre chat portant une couronne. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai gardé le dessin. Il est maintenant scotché sur le réfrigérateur, juste à côté du calendrier où j'ai barré chaque jour depuis que nous avons quitté ce désastre de Noël. Plus je restais loin, plus les choses devenaient claires. J'ai commencé à remarquer combien d'énergie j'avais, combien je dormais mieux, comment je ne sentais plus ce nœud constant dans mon estomac en attendant le prochain chantage affectif, la prochaine exigence ou la prochaine insulte subtile déguisée en conseil. J'ai recommencé à cuisiner, pas des repas à la va-vite, mais de la vraie nourriture. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes. Je riais plus. J'étais encore en colère parfois, mais pas de la même manière. C'était plus calme maintenant, moins vif, plus comme regarder un vieux bleu. Le silence de mes parents n'était pas la paix. C'était le silence d'une guerre froide. Mais la différence cette fois, c'est que je ne jouais plus. Ils n'étaient pas seulement coupés de mon argent. Ils étaient coupés de moi. Et c'est ce qui les a vraiment brûlés. Julien, lui, a complètement disparu. Pas un mot, pas un message, pas une seule tentative de prendre des nouvelles de ma fille. Et honnêtement, ça a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Non pas parce que je voulais qu'il prenne mon parti, mais parce que je l'ai enfin vu clairement, non pas comme mon frère, mais comme quelqu'un qui ne s'est jamais interposé entre moi et nos parents, même quand ils avaient tort. Il était à l'aise avec l'idée de me laisser être le bouc émissaire, tant que cela signifiait qu'il restait le favori. Qu'il le garde. Le dernier message que j'ai reçu à propos de mes parents venait de quelqu'un que je connais à peine, une ancienne voisine qui les a croisés dans une épicerie. Elle a dit qu'ils racontaient aux gens que leur fille les avait abandonnés, qu'ils avaient l'air dévastés, que ma mère m'avait traité d'obstiné et de stupide dans la même phrase. J'ai dit « merci », puis j'ai supprimé le message. J'en avais fini de collectionner leur cruauté. 2 semaines après le début de la nouvelle année, j'ai enfin compris. Je n'ai pas gâché Noël. Je n'ai pas détruit notre famille. J'ai mis fin à un cycle. Et la seule chose que je ressens maintenant, c'est du soulagement. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées. Elles ont juste besoin d'être fermées doucement, fermement, et pour toujours. La première mise à jour. Cela fait un peu plus de 3 mois depuis ce Noël, et je ne prévoyais pas de poster autre chose, mais quelque chose de petit est arrivé hier, et cela a bouclé la boucle. Ma fille est rentrée de l'école avec une invitation dans son sac à dos. Une fête d'anniversaire. Je l'ai retournée et je me suis figé. C'était pour la fille de Julien. Apparemment, elles sont dans le même cours d'art le mercredi. Je ne le savais pas. L'invitation était mignonne, dessinée à la main avec des autocollants. Elle disait « J'espère que tu pourras venir ». Ma fille m'a vu la fixer et a simplement dit « On n'est pas obligé d'y aller si tu ne veux pas », je lui ai demandé si elle voulait y aller. Elle a haussé les épaules et a dit « Je ne sais pas ». Je ne lui parle pas vraiment. Alors, j'ai dit « D'accord, on n'ira pas » et c'était tout. Pas de larmes, pas de questions sur pourquoi nous ne voyons plus mamie et papy. Pas de tristesse persistante. La paix. J'ai rangé l'invitation dans le tiroir avec ses vieux dessins et j'ai pensé au chemin que nous avons parcouru depuis ce jour de décembre. Elle ne le porte plus en elle, et moi non plus. Plus maintenant.